to the second speaker, who is Thomas Decheverry, if I pronounce your name properly. Très bien, très bien. Yeah, and he is a research and teaching associate at the University of Bordeaux-Montaigne, and he is finishing his doctoral thesis. And the title of his thesis is Difference and Expression, Deleuze and the Philosophies of Classical Age, Descartes, Spinoza, Leibniz. And his talk will ultimately be about Deleuze and Bergson, memory, unconscious, and eroticism. So go ahead, thank you. Merci beaucoup. Oui, comme vous l'avez dit, j'ai changé le titre par rapport à ce que j'avais annoncé. J'avais annoncé une communication à propos de Deleuze, lecteur de Bergson, le sens du passé, la pensée et le temps. Et dans cette communication, je pensais confronter la lecture que Deleuze fait de Bergson dans Différence et répétition et la lecture qu'il propose dans les 2 livres sur le cinéma, où il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre ces 2 livres. Mais je sais que je n'aurai pas le temps de parler des 2 livres sur le cinéma, et par conséquent, je vais me concentrer sur la lecture que Deleuze propose de Bergson dans le chapitre 2 de Différence et répétition. Dans Différence et répétition, en effet, Deleuze réutilise la philosophie bergsonienne dans au moins 5 contextes différents. En premier lieu, Deleuze mobilise Bergson pour transformer la problématique des conditions transcendantales de l'expérience. L'empirisme transcendantal, l'expression que Deleuze utilise pour qualifier sa propre philosophie, ne recherche plus les conditions de l'expérience possible dans les structures d'un sujet, mais les conditions de l'expérience réelle dans la réalité différentielle de l'être, la durée bergsonienne. En second lieu, Deleuze, dans Différence et répétition, réutilise le couple virtuel-actuel, utilisé par Bergson dans Matière et mémoire, ainsi que la conception bergsonienne de la différenciation, développée dans l'évolution créatrice, pour constituer une métaphysique de la créativité du réel. En troisième lieu, Deleuze reprend à son compte la distinction bergsonienne des 2 multiplicités, employée en particulier dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, tout en discutant et en critiquant la critique bergsonienne de la notion de quantité intensive. En quatrième lieu, point qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, Deleuze mobilise certaines distinctions bergsoniennes dans sa théorie des problèmes, en particulier la distinction entre vrais et faux problèmes. Et le 5e point d'intervention du bergsonisme dans Différence et répétition, que je voudrais analyser dans cette communication, porte sur la seconde synthèse du temps et sur la signification de la virtualité du passé. Dans cette intervention, je souhaiterais faire quelques remarques très générales sur l'usage que Deleuze fait de Bergson dans ce chapitre 2 de Différence et répétition pour construire le concept de la seconde synthèse du temps, c'est-à-dire le concept de la virtualité du passé. Dans le 2e chapitre de Différence et répétition, Deleuze distingue en effet 3 synthèses du temps. La synthèse du présent, la synthèse du passé et la synthèse de l'avenir. Le temps, pour Deleuze, n'est pas un cadre unique au sein duquel se déroulent les événements et processus concrets, mais il est inséparable de processus de temporalisation hétérogènes. Le pluralisme des synthèses du temps permet de décrire l'entrecroisement de 3 procès temporels distincts qui constituent la temporalité complexe d'une vie. L'habitude du présent, la mémoire du passé et la fêlure de l'avenir. Toute existence singulière, pour Deleuze, est faite de l'entrecroisement de ces lignes temporelles hétérogènes. Habiter un territoire au présent, par le processus de l'habitude, première synthèse du temps, fantasmer une image au passé, par la réalité virtuelle de la mémoire, seconde synthèse du temps, celle sur laquelle j'aimerais m'attarder ici, et enfin, se défaire de sa propre identité en créant un nouvel avenir et en subissant la fêlure d'un événement. Troisième synthèse du temps. Or, dans ce chapitre 2, Deleuze propose 3 descriptions différentes de chacune de ces synthèses. Il propose une description philosophique, une description psychanalytique et une description physique de chaque synthèse du temps. Je laisserai de côté la description physique et je me concentrerai sur
la description philosophique et la description psychanalytique de la seconde synthèse du temps, c'est-à-dire la synthèse du passé. Bergson intervient en effet dans la description philosophique et psychanalytique de la seconde synthèse du temps. La description philosophique de la synthèse du passé est fondée, d'abord, sur la théorie de la mémoire chez Bergson. Ensuite, sur le statut littéraire de la réminiscence et sur la conception de la mémoire chez Proust. Et enfin, dans une reprise de concepts théoriques issus de Lacan sur la nature de l'inconscient et sur l'objet du désir. Deleuze propose ainsi une lecture croisée entre la philosophie de Bergson, la littérature de Proust et certains concepts théoriques de Lacan pour définir le sens du passé et pour circonscrire la spécificité de cette dimension du temps par rapport aux deux autres dimensions. Au moyen de deux lectures croisées, mémoire bergsonienne et mémoire proustienne d'abord, puis virtuel bergsonien et virtuel lacanien ensuite, au moyen de ces deux lectures croisées, donc, Deleuze se propose à la fois de faire un usage de la théorie bergsonienne de la mémoire, mais aussi de prolonger la philosophie de Bergson en décrivant la mémoire du passé comme essentiellement érotique. Le collage auquel procède Deleuze entre Bergson, Proust et Lacan lui permet en effet de définir le sens du passé comme mémoire inconsciente constituée par les séries érotiques et fantasmatiques du psychisme. Le passé bergsonien, dans Différence et répétition, selon Deleuze, trouve son concept dans l'érotisme. Mnémosyne, le concept de la mémoire, est indissociable d'éros, le concept de l'érotisme. La théorie de la mémoire bergsonienne, lue conjointement avec Proust et avec Lacan, est ainsi mobilisée pour décrire le temps du fantasme, le passé, par distinction d'avec le temps de l'habitude, le présent, et d'avec le temps de la pensée, l'avenir. Pour expliquer cette lecture croisée que Deleuze propose entre Bergson, Proust et Lacan, et qui lui permet d'affirmer cette thèse selon laquelle la mémoire est érotique, mnémosyne est inséparable d'éros, c'est la thèse que j'aimerais expliquer dans cette communication, je procéderai en 3 temps, et je rappellerai d'abord, très rapidement, pour ne pas déborder mon temps, la réutilisation, je rappellerai en quoi consiste la réutilisation deleuzienne du passé pur bergsonien, dans sa description de la seconde synthèse du temps. Je m'intéresserai ensuite plus longuement à la lecture croisée que Deleuze fait de Bergson et de Proust, puis je terminerai par la seconde lecture croisée, celle que Deleuze propose entre Bergson et Lacan. J'en viens donc à mon premier point, sur lequel je serai vraiment extrêmement rapide. Premier point que j'intitule « Le passé pur », la mémoire, l'inconscient et le virtuel. Dans le second chapitre de Différence et répétition, Deleuze reprend un certain nombre d'analyses introduites dans son livre de 1966, Le Bergsonisme. Selon Deleuze, en ce qui concerne le passé, la thèse principale de Bergson dans Matière et mémoire est que le passé ne se constitue pas après le passage du présent, comme si la mémoire était l'inscription des souvenirs dans un ensemble de fonctions cérébrales, mais au contraire, le passé, pour Bergson, précède radicalement le présent et se conserve en soi ontologiquement. Bergson récuse ainsi toute interprétation matérialiste de la mémoire et il tente de fonder un dualisme de la matière et de l'esprit. Bergson distingue la mémoire et le passé pur ontologique d'un côté et la perception et le présent des images psychologiques de l'autre. Selon Bergson, dans Matière et mémoire, le passé pur ne peut pas, par définition, être réactualisé comme tel dans un souvenir. Le processus de remémoration, selon Bergson, repose certes sur l'existence de souvenirs purs qui se conservent en eux-mêmes, mais un souvenir pur doit se transformer en image-souvenir pour pouvoir être perçu consciemment, pour pouvoir être représenté et pour devenir pour nous. Le souvenir pur ontologique et virtuel doit s'actualiser en souvenir-image psychologique et empirique pour devenir conscient, sans quoi il demeure absolument inaccessible à la pensée consciente.
Le souvenir pur existe en soi, à l'état virtuel, il se conserve en soi, et il constitue ainsi l'inconscient du moi. Or, dans Différence et répétition, Deleuze affirme que cette mémoire du passé, dont il construit le concept avec Bergson, est essentiellement érotique. Alors, en quoi consiste cette thèse et que veut dire Deleuze lorsqu'il dit que la mémoire est érotique, lorsqu'il dit que Mnémosyne est inséparable d'Eros? Pour le montrer, Deleuze croise la théorie bergsonienne de la mémoire avec la théorie proustienne de la mémoire. J'en viens ainsi à mon second point, que j'intitule « Bergson et Proust, la réminiscence et l'érotisme ». Selon Deleuze, Proust n'invente pas simplement des percepts littéraires qui illustreraient les concepts philosophiques de Bergson, comme si la littérature ne faisait qu'illustrer la philosophie, mais Proust prend le relais de Bergson, c'est-à-dire qu'il le prolonge tout en rompant avec lui sur un certain nombre de points. Je cite un extrait de Proust et les signes, dont Deleuze reprend les analyses, là aussi, dans Différence et répétition. Je cite, « Le problème n'est pas le même chez Proust et chez Bergson. Il suffit à Bergson de savoir que le passé se conserve en soi. Malgré ses pages profondes sur le rêve ou sur la paramnésie, Bergson ne se demande pas essentiellement comment le passé, tel qu'il est en soi, pourrait être sauvé pour nous. » C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour Bergson, un processus de remémoration implique une actualisation du souvenir pur en image-souvenir, en image psychologique. Je reprends la citation, pardon. « Même le rêve le plus profond implique, selon lui, une dégradation du souvenir pur, une descente du souvenir dans une image qui le déforme. Tandis que le problème de Proust est bien comment sauver pour nous le passé tel qu'il se conserve en soi, tel qu'il survit en soi. C'est à cette question que la mémoire involontaire apporte sa réponse. » Fin de citation. La mémoire involontaire possède chez Proust une fonction ontologique de révélation du vrai, distincte, selon Deleuze, d'un simple mécanisme psychologique d'association des idées. La réminiscence, l'expérience de la Madeleine, révèle l'essence d'un moment du temps passé, en le dégageant des scories empiriques et psychologiques qui en obstruaient l'accès ou qui le recouvraient sous des accidents inessentiels. La Madeleine éveille le souvenir de l'être en soi de Combray et révèle la vérité essentielle vécue d'un moment du temps. Or, et c'est ce qui m'intéresse le plus, Deleuze qualifie cette réminiscence du souvenir pur d'érotique. La réminiscence du passé pur est, par nature, réminiscence d'un contenu érotique. Je cite, « Toute réminiscence est érotique, qu'il s'agisse d'une ville ou d'une femme. C'est toujours Eros, le noumen, qui nous fait pénétrer dans ce passé pur en soi, dans cette répétition virginale, Mnémosyne. Il est le compagnon, le fiancé de Mnémosyne. D'où tient-il ce pouvoir? Pourquoi l'exploration du passé pur est-elle érotique? Et c'est vraiment la question que je voudrais éclairer. Pourquoi Eros tient-il à la fois le secret des questions et de leurs réponses et d'une insistance dans toute notre existence? Fin de citation. Dans une note ultérieure de Différence et répétition, je viens de faire une citation de Différence et répétition, Deleuze évoque les, je cite, « expériences érotiques de la mémoire involontaire », fin de citation, chez Proust. Et Deleuze parle d'une, je cite, « synthèse érotique du temps », fin de citation. Pourquoi donc la réminiscence est-elle érotique? Dans le chapitre 6 de Proust et les signes, Deleuze développe la conception proustienne de l'amour en introduisant deux notions, celle de thème et celle de sérialité. Aimer, c'est toujours être obsédé par un thème, T majuscule, un thème qui varie, qui change, qui se déguise dans les personnes singulières et individuelles que nous aimons. Et ces personnes singulières et individuelles constituent les termes différents d'une série. L'objet du désir, en dernière instance, ce n'est pas une personne individuelle, c'est un thème qui se répète tout en différant d'avec lui-même, thème qui constitue ainsi les séries des hommes ou des femmes que nous aimons.
et notre désir circulent au sein de ces séries. Je cite, Deleuze dit à propos du thème notion qu'il prête à Proust, c'est une image lointaine, au-delà de notre expérience, un thème qui nous dépasse, une sorte d'archétype. Image, idée ou essence assez riche pour se diversifier dans les êtres que nous aimons. Fin de citation. Désirer, c'est désirer d'abord une idée essentielle, une image archétypale, virtuelle, qui organise les séries actuelles de nos amours. Désirer, c'est ainsi constituer des séries, et c'est être pris dans ces séries. Je cite, Proust et Lessing à nouveau, « La réminiscence et les découvertes se mélangent donc étroitement dans chaque amour. La répétition amoureuse est une répétition sérielle. Les amours du héros, pour Gilberte, pour Madame de Guermantes, pour Albertine, forment une série dans laquelle chaque terme apporte sa petite différence. » Fin de citation. Chaque amour empirique constitue un terme singulier pris dans une série de plusieurs termes. Or, tous ces termes, c'est-à-dire les personnes individuelles que nous aimons, renvoient à un type idéal qui les domine. Un thème, une image ou une essence constitue ainsi la loi de la série amoureuse formée par Gilberte, par Madame de Guermantes et par Albertine dans La Recherche. Le désir est inséparable de la forme de la série, et la série est faite d'une répétition de la différence ou d'une variation sur un même thème qui actualise une image virtuelle dans des termes actuels pourtant chaque fois singuliers et irremplaçables. La réminiscence des niveaux du passé pur reconduit toujours à des enchevêtrements de séries, séries personnelles, séries infrapersonnelles, séries transpersonnelles, mais qui impliquent dans tous les cas les séries érotiques de l'amour. On aurait donc une première réponse à la question de savoir en quel sens Deleuze peut dire pourquoi on peut dire que la mémoire est érotique. Première réponse, eh bien, elle tient à cette théorie proustienne de l'amour et du désir, qui repose sur les notions de thème et de sérialité. Ainsi, Proust prolonge la théorie de la mémoire de Bergson de deux façons. D'abord, premièrement, la mémoire involontaire de la réminiscence conserve le passé pur, comme tel, ce qui n'a aucun sens dans le contexte de matière et mémoire. Ensuite, en second lieu, le passé virtuel devient chez Proust un passé érotique, fait de thèmes, d'images, d'archétypes, de types, de fantasmes F majuscule, qui organisent les séries de nos désirs. Toutefois, c'est seulement dans la lecture croisée de Bergson et de Lacan que Deleuze justifie pleinement la thèse selon laquelle la mémoire du passé pur est une mémoire affective, érotique, et non pas une mémoire intellectuelle représentative. J'en viens ainsi à mon troisième et dernier point, que j'intitule « Bergson et Lacan, l'objet virtuel et le fantasme inconscient ». Je dois brancher mon ordinateur parce que sinon il va se déconnecter. Je vous prie de bien vouloir patienter 10 secondes. Je reviens tout de suite. Toutes mes excuses. Est-ce que je peux savoir combien de temps il me reste, s'il vous plaît? J'ai oublié de mettre un minuteur. 7 minutes. 7 minutes, très bien. Je vais essayer d'être rapide. Donc, le troisième point de mon intervention porte donc sur cette lecture croisée que Deleuze propose de Bergson et de Lacan. Troisième partie que j'intitule Bergson et Lacan, l'objet virtuel du désir et le fantasme inconscient. Dans la présentation psychanalytique de la seconde synthèse du temps, en effet, et en dépit des nombreuses critiques que Lacan adresse à Bergson, en particulier dans son séminaire, Deleuze croise explicitement la mémoire bergsonienne avec la conception lacanienne de l'objet du désir. Lacan lit le bergsonisme comme un, je cite l'expression de Lacan, un réalisme naïf. Bergson, pour Lacan, c'est un réalisme naïf, incapable de saisir la complexité signifiante de l'espace et la puissance du négatif. Malgré ces critiques explicites que Lacan adresse à Bergson, Deleuze rapproche
la définition bergsonienne de l'inconscient comme conservation des objets virtuels du passé et la conception lacanienne de l'objet virtuel du désir. Ainsi, en 1968, Deleuze n'oppose pas le retour à Freud, c'est-à-dire le retour au sens et au langage, sans ce réalisme naïf vitaliste bergsonien dénoncé par Lacan. Il n'oppose pas donc le retour à Freud et le retour à Bergson, c'est-à-dire le retour à la positivité créatrice de la vie, sans négativité, sans signifiance, sans complexe fantasmatique, sans ce complexe d'Oedipe ultérieurement dénoncé par Deleuze et Guattari. Deleuze n'oppose pas retour à Freud et retour à Bergson, mais il soude au contraire les deux dans une conception commune de la mémoire inconsciente, du sens du passé et des structures temporelles du sujet. Je fais cette remarque parce que je me distingue un tout petit peu d'une toute petite remarque qu'a faite Frédéric Worms dans un excellent article sur Bergson et Freud. Et c'est dans cet article, Frédéric Worms dit que Deleuze a participé dans sa réception de Bergson à la déconnexion de Bergson et de Freud. Et je voudrais nuancer juste un tout petit peu cette compréhension de la réception deleuzienne de Bergson en pointant cette lecture croisée que Deleuze fait de Bergson et de Lacan. Alors je cite différence à répétition. L'objet virtuel est essentiellement passé. Bergson, dans Matière et mémoire, proposait le schéma d'un monde à deux foyers, l'un réel et l'autre virtuel, dont émanait d'une part la série des images-perceptions, d'autre part la série des images-souvenirs, les deux s'organisant dans un circuit sans fin. Le passé pur, tel qu'il a été défini précédemment, qualifie l'objet virtuel. Là, Deleuze vraiment colle du Bergson sur du Lacan. Le passé pur bergsonien qualifie l'objet virtuel lacanien. L'objet virtuel est un lambeau de passé pur. En ce sens, nous paraissent exemplaires les pages de Lacan assimilant l'objet virtuel à la lettre volée d'Edgar Poe. Fin de citation. D'un côté, en effet, excusez-moi, j'essaie de sauter certaines parties pour ne pas dépasser mon temps. D'un côté, le moi se dépasse dans la position d'un objet réel complet, visé par la conscience, dans un rapport d'intentionnalité. Mais d'un autre côté, les objets réels, visés et perçus, sont doublés par des objets partiels, des objets virtuels, des objets fantasmatiques. Face à moi, des objets complets consciemment perçus, mais derrière moi, des objets partiels inconscients. Or, tous ces objets virtuels fantasmatiques sont animés par un objet virtuel symbolique qui les subsume tous, qui se déplace et qui se déguise en eux. Cet objet symbolique, qui se déplace dans les objets fantasmatiques de l'imaginaire, c'est le signifiant primordial de Lacan, c'est-à-dire le phallus, exemplifié par la lettre volée d'Edgar Poe. Les objets perçus réels sont doublés et sont comme hantés par des objets imaginaires, eux-mêmes constitués par le déplacement, par le flottement, par la circulation d'un objet symbolique que Deleuze, après Lacan et Lévi-Strauss, appelle signifiant flottant. Je cite Deleuze. En d'autres termes, enfin, les centres où naissent les sensations élémentaires peuvent être actionnés en quelque sorte de deux côtés différents, par devant et par derrière. Par devant, ils reçoivent les impressions des organes des sens et par conséquent d'un objet réel. Par derrière, ils subissent d'intermédiaire en intermédiaire l'influence d'un objet virtuel. Je coupe la citation était plus longue, mais peu importe. Ce qui est important, c'est cette dualité entre objet réel et objet virtuel. Le moi psychique fait face à un monde d'objets perçus, et ceux-ci sont doublés par un monde fantasmatique d'objets virtuels qui hantent les objets réels. Le nœud de la lecture croisée que Deleuze fait de Bergson et de Lacan consiste à affirmer que les objets virtuels lacaniens, c'est-à-dire les fantasmes imaginaires et le signifiant symbolique, constituent le passé pur de la mémoire bergsonienne comme inconscient érotique. Ainsi, comme le dit Deleuze, c'est une seconde réponse apportée à la question de savoir pourquoi la mémoire est érotique, Eros est le compagnon de Mnémosyne, parce que le passé pur virtuel bergsonien est en réalité constitué par les déplacements du signifiant de Lacan.
et par la théorie lacanienne des fantasmes imaginés. Dans Matière et mémoire, en effet, puis dans sa conférence sur le rêve publiée dans l'Énergie spirituelle, Bergson explique que le double circuit de la reconnaissance va de la perception à la mémoire, puis retourne de la mémoire à la perception. On a donc un schéma PSP', P pour perception, S pour souvenir. P, l'objet réel est perçu, il est senti, il est regardé, mais seulement partiellement, par ébauche, par morceaux et par lacunes. C'est le fameux exemple de la lecture que Bergson donne dans la conférence. S, la perception lance un appel au souvenir, la mémoire remplit les vides, elle bouche les trous, elle comble les défauts du champ perçu en projetant des souvenirs à l'extérieur. P', le réel perçu est comme halluciné, presque rêvé, fantasmé. Le souvenir du passé, ou l'objet fantasmatique virtuel, s'extériorise dans le perçu présent. Ainsi, selon Deleuze dans ce chapitre, la vérité de la mémoire bergsonienne est d'être une mémoire érotique inconsciente qui inscrit le moi dans les circuits de ses fantasmes, dans les séries de ses désirs, dans les jeux du symbolique et de l'imaginaire. L'inconscient bergsonien, c'est le mode d'être ontologique du passé virtuel qui se conserve en soi, mais l'inconscient bergsonien est aussi une structure passive du sujet qui investit son expérience du monde et qui rejaillit sous une forme phénoménale dans l'épreuve du désir ou dans celle de la pathologie mentale. D'un côté, la tension de l'adaptation au présent empêche les souvenirs inconscients, les objets virtuels et fantasmatiques de ressurgir, mais de l'autre, la détente de l'esprit entraîne l'insertion de la mémoire inconsciente du passé dans notre vie présente sous la forme de la rêverie ou de la perception quasi hallucinatoire. Selon Deleuze, ces schémas bergsoniens du double circuit ne désignent pas simplement la conservation ontologique du passé pur, mnémosine, mais ils renvoient en outre aux objets virtuels et fantasmatiques du désir qui doublent les objets perçus au présent. L'objet petit a, ou objet transcendantal égal x du désir, circule, revient et se répète dans les objets virtuels imaginaires de l'éros. Les dualités bergsoniennes, perception du présent et mémoire du passé, actuelle et virtuelle, mémoire-habitude et mémoire-souvenir, entrent ainsi en congruence avec la dualité d'inspiration lacanienne entre l'objet actuel de la pulsion de conservation et l'objet virtuel de la pulsion sexuelle. Chez Bergson comme chez Lacan, le sujet est clivé, scindé, fracturé par une dualité déchirante. Avec la thèse de la conservation en soi du passé, la théorie bergsonienne de la mémoire apporte à l'inconscient métapsychologique lacanien la fondation métaphysique qui lui manque, mais inversement, Lacan prolonge, complète et amende la philosophie de Bergson en inventant la théorie de la sexualité qui fait défaut à la conception bergsonienne d'une mémoire inconsciente désexualisée. Je pense que j'ai fini en ce qui concerne mon temps. Je précise simplement que je n'ai peut-être pas rendu suffisamment transparent le fait qu'il s'agit bel et bien d'un usage de Bergson et que par conséquent, Deleuze, particulièrement dans ce texte, n'essaye pas de reconstruire la théorie bergsonienne de la mémoire, mais il veut vraiment l'utiliser pour la prolonger et pour l'amener ailleurs sur d'autres territoires théoriques. Et par conséquent, bien évidemment, il y a des déformations et des hypothèses, en tout cas interprétatives, qu'on ne retrouve pas dans son livre Le Bergsonisme de 66, où il essaye quand même de reconstruire pour elle-même la théorie de Bergson. Et j'ai peut-être pas suffisamment insisté sur ce fait-là, mais voilà. Bon, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour cette riche et stimulante présentation. Voilà, donc, et on va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose des questions? Si vous avez des questions, vous avez mis un reaction button in the bottom of the Zoom. You can put your hands. You can put your hands virtually
virtuellement, voilà. OK. Je peux essayer une question, Ah, s'il vous plaît. OK. Allez-y, Pablo. Bonjour à tous. Oui, Catherine. Je n'ai pas compris tout parce que je ne parle français très bien, mais je vais essayer de faire une question dans le contexte de trois synthèses de temps à différentes répétitions. C'est ça. Pourquoi la mémoire, soit la deuxième synthèse, la seconde synthèse, ce n'est pas suffit pour Deleuze? Pourquoi il faut créer ou agréger mais une synthèse, la troisième synthèse de l'éternel retour de Nietzsche? Qu'est-ce que tu penses about ça? Pourquoi la première et la deuxième, ce n'est pas suffit? Oui, merci beaucoup pour cette question. J'avais prévu de dire un mot sur ce point, à vrai dire, mais ça fait partie des quelques passages que j'ai sautés pour ne pas dépasser mon temps. J'avais prévu d'évoquer en réalité le fait que lorsque Deleuze fait cet usage de Bergson dans différentes répétitions, il le fait aussi en partie pour critiquer les insuffisances de Bergson dans sa compréhension du temps. Pourquoi? Parce que Bergson, finalement, avec sa théorie du passé, en reste à une explication de la constitution du moi et de la subjectivité. C'est-à-dire que là, on a affaire à une théorie des structures passives du sujet, mais pour Deleuze, Bergson ne parvient pas à penser les expériences et la temporalité dans lesquelles le moi est fêlé. C'est-à-dire, il ne parvient pas à penser le temps qui rompt la subjectivité, qui fêle la subjectivité, mais il en reste à cette description d'une constitution passive du sujet. Et j'avais prévu de mentionner une remarque faite par David Dapoujade dans son très très beau livre sur Bergson, Bergson et les puissances du temps, si je me rappelle bien. David Dapoujade explique que pour Deleuze, dans différentes répétitions, Bergson est un penseur qui a décrit le sens du passé, mais il n'y a pas, selon Deleuze, chez Bergson, de véritable sens de l'avenir. C'est-à-dire que Bergson ne parvient pas à ressaisir, il ne parvient pas à décrire la spécificité de l'avenir. Et l'avenir, pour Deleuze, le seul véritable penseur de l'avenir, c'est Nietzsche. Alors c'est Nietzsche et c'est aussi Hölderlin, peu importe. Ce sont Nietzsche et Hölderlin. Pourquoi? Parce que Nietzsche et Hölderlin montrent que la temporalité de l'avenir, c'est une temporalité qui rompt avec la forme même du moi, avec la forme même du sujet, ce que Bergson ne fait pas. Bergson ne théorise pas ça. Et pour cette raison, la dernière synthèse du temps pour Deleuze, c'est la synthèse de l'avenir conceptualisée par Nietzsche avec l'éternel retour et par Hölderlin en réalité avec ce que Hölderlin appelle le détournement catégorique. Parce que avec ces deux concepts d'éternel retour et de détournement catégorique, nous avons accès à un concept de temps qui ne soit pas simplement la constitution passive du sujet, mais qui explique la rupture du sujet, la fêlure du sujet. Et pour cette raison, c'était l'un des points que je voulais faire dans l'intervention que j'avais prévue initialement. Je voulais montrer qu'en 1968, Deleuze critique implicitement Bergson en montrant que Bergson ne suffit pas pour véritablement penser le temps et pour penser la façon dont le temps exclut la forme du sujet ou détruit la forme du sujet. Bergson en reste finalement à cette description d'une mémoire inconsciente qui est une structure passive du sujet, mais qui n'explique pas voilà, la destruction du sujet, comme permettent de le faire les notions d'événement, les notions d'éternel retour ou les notions de détournement catégorique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, puis, Caterina? Oui, merci beaucoup, Yasushi. Merci, Thomas, pour ce bel exposé. C'était vraiment très intéressant. Ça m'a fait repenser à beaucoup de discussions qu'on a eues au printemps autour de Deleuze avec Lem. Et tu as bien dit qu'il s'agit d'un usage de Bergson. Oui. Et que, en effet, si j'ai bien compris, c'est surtout la superposition de cette érotique qui fait partie de son usage, de cette superposition du désir à une théorie de la mémoire et de la perception.
d'où tu penses que ça vient? Et ça, c'est une première question. Et jusqu'où il n'y a vraiment pas de désir chez Bergson. Enfin, il y aurait des personnes dans cette salle qui pourraient en parler très longuement. Je me rappelle d'un cours de Deborah à Paris qui s'intitulait justement Bergson, où le désir manquait et qui pourrait être vraiment mis en duet avec ton exposé d'aujourd'hui. Mais voilà, c'était les deux petites grandes questions que je voulais te poser aujourd'hui. Encore merci. Ah, merci à toi. Alors, d'où est-ce que ça vient? Alors, l'hypothèse que je pourrais peut-être formuler, c'est que ça vient du lexique du virtuel, ou en tout cas de la notion de virtuel, qui, selon Deleuze, est un point commun à Bergson et à Lacan. Moi, c'est l'hypothèse principale que je ferais. Deleuze dit explicitement au début de Différence et répétition que le mode de composition, le procédé d'écriture qu'il met en place dans ce livre, c'est un procédé de collage de fragments d'histoire de la philosophie. Et donc, tout le livre, ou presque, est composé par des collages de fragments, des collages de morceaux d'histoire de la philosophie, et pas seulement d'histoire de la philosophie, d'histoire de la psychanalyse, de sciences, etc. Et il me semble que la raison de cette lecture croisée, en l'occurrence, dans le cas de Bergson et Lacan, vient peut-être de la notion de virtuel et du lexique du virtuel. La notion de virtuel, bien évidemment, est une notion extrêmement importante dans la lecture que Deleuze fait de Bergson. Et à cette époque-là, avant de prendre ses distances avec la psychanalyse, Deleuze était également très intéressé par Lacan. Et il me semble que c'est ce concept de virtuel qui fait que Deleuze essaye de coller l'un à l'autre la théorie bergsonienne de la mémoire et la conception lacanienne du désir. Dans le cas de Proust, là, c'est simplement l'idée du relais, c'est-à-dire que chez Bergson, dans Matière et mémoire, comme je le disais, l'idée d'une remémoration qui conserverait pour nous le souvenir pur tel qu'il est en soi n'a pas de signification. Bergson, sauf erreur de ma part, Bergson a simplement besoin de la thèse de la conservation ontologique en soi du passé pour se donner une théorie non matérialiste, non physicaliste, non réductionniste de la mémoire. Et une fois qu'il s'est donné cette thèse, il explique le processus de remémoration par une actualisation du virtuel. Pour Deleuze, alors là c'est une idée assez stimulante, mais pour Deleuze, Proust, avec la question de la mémoire involontaire et de la réminiscence, permet de déplacer un petit peu le problème ou de formuler un problème que Bergson ne pouvait pas se poser, à savoir comment garder le souvenir pur tel qu'il est en soi. Voilà. Et donc là c'est dans la notion importante ici pour comprendre le rapport entre Bergson et Proust, c'est vraiment la notion de relais. Deleuze dit Proust prend le relais de Bergson, c'est-à-dire qu'il prolonge, il continue Bergson là où Bergson ne peut pas aller. Alors maintenant, la question de savoir si vraiment il n'y a pas de sexualité, ou en tout cas à ce niveau-là de la pensée bergsonienne, je ne sais pas, je ne demande qu'à, enfin, je suis très prêt à à accepter l'idée qu'il y a une théorie de la sexualité chez Bergson. Je remarque en tout cas simplement que à chaque fois que Deleuze a besoin de justifier la thèse selon laquelle la mémoire est érotique ou selon laquelle la mémoire inconsciente a un rapport avec des significations érotiques, avec des significations sexuelles, il a besoin d'en passer soit par Proust, soit par Lacan. Et peut-être que c'est une erreur de sa part, et je serais très curieux de savoir, je serais très demandeur d'avoir des interprétations de Bergson peut-être plus riches et plus intéressante sur la conception bergsonienne du désir et de la sexualité, pour peut-être éventuellement critiquer Deleuze et montrer que Deleuze n'a pas vu que chez Bergson, on avait déjà les ressources conceptuelles pour articuler peut-être théorie de la mémoire et théorie de la sexualité. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que quand il veut articuler ces deux questions, Eros et Mnémosyne, il a besoin d'une lecture croisée et il a besoin d'en passer par autre chose que Bergson, mais peut-être à tort. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On a just on time, but if you have any... Excusez-moi, Yasushi. Yeah, oui. Je veux tout simplement dire à Thomas que, bon, finalement, je pense que Deleuze a un peu de raison. Et je dirais tout simplement que
il y a une pensée du désir, une pensée des conditions ontologiques du désir, avec l'idée de création, parce que dans les désirs et dans la création, on a l'excès, mais je pense que la manque de la pensée sur les désirs chez Bergson, c'est le même que la manque de la réflexion sur la mort, c'est-à-dire sexualité et mort sont les notions qui manquent dans la philosophie de Bergson, même si il n'est pas là, mais Hisashi Fujita, qui c'est quelqu'un qui fait partie de notre réseau, il a un très beau texte sur Bergson et Heidegger, où il défend qu'il y a un pensée sur la mort chez Bergson. Et nous savons que Bergson est très critiqué par plusieurs philosophes pour n'avoir pas incorporé la mort dans sa réflexion. Bon, enfin, je voudrais tout simplement dire ça parce que ça commence un peu un dialogue, une réflexion que me paraît très importante. C'est ça. Oui, alors sans doute que effectivement, Deleuze, après sa rupture avec la psychanalyse, se réclamerait de Bergson pour cette conception positive et affirmative du désir créateur, ça, effectivement. Mais s'intéresser à cette lecture croisée ou à la présence de Lacan ou de Freud dans le texte de Deleuze de 1968 permet aussi de se rendre compte que Deleuze a quand même beaucoup changé sur la question du désir entre la période d'avant Guattari et la période après Guattari. Là, on a quand même affaire à une théorie du désir qui repose sur la signifiance, sur l'objet symbolique, sur la notion de fantasme, toutes ces notions que Deleuze va critiquer ensuite, par la suite, après sa rencontre avec Guattari. Et je pense qu'à cette époque-là, où Deleuze s'intéressait beaucoup à la question de la sexualité et en particulier à la façon dont les psychanalystes pensent la sexualité, j'ai l'impression effectivement que Deleuze ne trouve pas en Bergson un théoricien du désir. Et que c'est plutôt après que Deleuze finalement va retourner Bergson et d'autres, et Spinoza, etc., contre la psychanalyse pour penser autrement le désir. Merci beaucoup, M. Deborah. Ça, c'est un commentaire utile ou plutôt efficace, comme Hisashi lui-même a dit. Bon, alors, c'est le temps à finir, je crois. Donc, merci beaucoup. Donc, applaudissements pour tous les deux speakers. Thank you very much. Merci beaucoup. Voilà.